Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours aujourd'hui jeudi 3 novembre 2022 et je continue mon vagabondage à partir de cet ouvrage écrit par Jacques Dont. Euh, et c'est la vie et l'œuvre de Hegel résumée, clarifiée, simplifiée par un de ces philosophes, de ces professeurs de philo, de ces écrivains qui mettent généreusement euh, à la portée des gens comme moi, un peu simplistes, naïfs et qui n'ont pas, autodidactes, qui n'ont pas fait d'études, des œuvres magistrales. Et ça, c'est incroyable qu'ils soient remerciés, les anciens comme les nouveaux. Voilà. Alors là, j'attaque le premier chapitre après la biographie qu'on a vue dans les 6 vidéos qui sont passées. Là, ça sera la philosophie. Alors, évidemment, c'est juste un prétexte à pouvoir développer aussi, ou mettre en concordance parfois, la théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net. Une théorie qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité, son but, sa finalité, mais c'est peut-être pas le terme, parce que peut-être qu'il y a autre chose après. Voilà, mais en tout cas, il y a une étape qu'intuitivement les humains cherchent à atteindre, c'est l'ultime perfection, euh, l'accès au bonheur absolu. Et on pourrait juste le dire sous cette forme. Les Grecs et tous les profs de philo que j'ai rencontrés sont d'accord avec ce principe-là. Tout homme cherche à atteindre intuitivement le bonheur, cherche à atteindre le bonheur. Voilà. Tout homme cherche à atteindre le bonheur. C'est logique. Alors, et moi je suis tout à fait d'accord. Et j'ai élevé cette phrase en disant, si tout homme cherche à atteindre le bonheur, CQFD, l'humanité tout entière cherche à atteindre le bonheur. Et effectivement, c'est bien de ça dont il s'agit. Notre évolution conduit l'humanité à accéder de plus en plus au bonheur, de mieux en mieux au bonheur. Alors évidemment, il y a encore des, des, des lacunes. C'est pas, voilà, on n'a pas, on est encore un peu loin de cet état de perfection. Il faudra encore quelques siècles, vraisemblablement, mais en tout cas, on s'y dirige. Voilà. Alors donc, euh, c'est plutôt ça qui est important, c'est-à-dire le de ne pas se fier trop à. C'est pas la lecture, elle n'est pas vraiment destinée à, à la à la philosophie de Hegel ou à la vie de Hegel. Euh, c'est bien que ça soit quelque chose de très très important, mais en fait, voilà. Donc, c'est un peu pas une publicité mensongère, mais voilà, sur les titres, je mets Hegel, sa vie, là, ça sera Hegel, sa philosophie, mais en définitive, ça devrait être un peu plus explicité, voilà. Bon, je suis désolé pour ceux qui viennent là et qui s'attendent à quelque chose à un programme universitaire sur Hegel, à une vidéo d'un professeur ou d'un philosophe sur Hegel et sur sa vie et son œuvre. C'est pas le cas, je suis désolé. Voilà. Euh, donc, alors, je vais commencer à lire et puis on va voir ce qui se passe. La problématique hegélienne, au chapitre 1. Le monde que les philosophes mettent si souvent en question s'est injustement vengé sur celui d'entre eux
qui le contestait le moins. Et oui, en fait, c'est ça. C'est que Hegel, me semble-t-il, était réconcilié avec cette humanité, avec le monde, avec l'évolution telle qu'elle se passe. C'est pourquoi c'est d'où la pertinence et la beauté de l'analyse maître et esclave. C'est pas un réquisitoire contre le maître pour l'esclave ou tout au moins le serviteur, et ni un, un manifeste pour l'esclavage. C'est une recherche de compréhension de ce qu'il se passe, de ce qu'il se joue dans cette relation. Et au final de cette relation, eh bien, il se passe que le maître est dépendant, beaucoup plus dépendant de l'esclave, donc du serviteur, qui lui, parce qu'il doit agir, travailler pour servir son maître, se développe grâce au travail, développe son art, développe... voilà. Et en fait, je l'explique d'une autre façon. Je ne connaissais pas du tout cette théorie de Hegel quand j'ai écrit La mécanique universelle. Elle s'est écrite intuitivement, mais j'ai dû réfléchir au principe dominant-dominé. C'est comme ça que je l'ai écrit. Évidemment, ça serait à refaire, je dirais pas, j'utiliserai pas ça comme ça. Et moi, au contraire de Hegel, je suis un peu révolté contre le système dominant parce qu'il est sourd. Simplement, c'est pas parce que il est pire que les autres dominants. Au contraire, les dominants sont de plus en plus doux et ils sont, voilà, c'est le système de la dominance est de moins en moins rigide quand même, mais il est rigide encore. Et dans les périodes les plus, quand on est un peu dans le creux de la vague, comme c'est le cas depuis une vingtaine d'années, oh bon Dieu mince, alors il va manquer du pétrole là. Bon bref, pardon. Donc le le système dominant, là, c'est parce qu'il est sourd et qu'il est sourd, mais de façon quasiment hermétique. Il ne laisse plus passer l'esprit critique réel dans les médias ou autre part. Il n'y a pas assez d'esprit critique qui peuvent émerger. Et il maintient à la marge tous ceux qui vont essayer de critiquer ce système. Et donc, ça fait un peu une sorte d'autocratie de velours, mais une autocratie quand même sous cette forme. Et donc, moi, je suis révolté contre. Mais en réalité, bon, heureusement, la plupart du temps, j'arrive à rectifier, à dire que, voilà, ce sont les deux faces d'un même mécanisme évolutif. Les dominants et les dominés, finalement, ils ne le savent pas, c'est ce que j'écris d'ailleurs, ils ne le savent pas, mais ils travaillent main dans la main pour l'humanité, et que pour l'humanité, parce que même si les dominants ont le sentiment de travailler pour eux, ben non, parce qu'ils peuvent accumuler des milliards. Là, voilà, tout à l'heure j'ai écouté le fait que Elon Musk a le PIB de la Grèce, par exemple, en possession. Il possède 220 ou 230 milliards, quelque chose d'hallucinant. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir, qui finira par être régulé, c'est évident. On n'empêchera pas ces dominants, ces grands chefs d'industrie, ces grands pilotes là du progrès, on les empêchera pas de jouer à ce jeu. Mais je pense que
on nationalisera, on universalisera ce type de créativité. Et au fond, il est évident que un Jeff Bezos, un Elon Musk, même si on leur donnait l'équivalent de 3 SMIC pour vivre, ils auraient continué à travailler, à créer, à imaginer, etc. Et c'est ce que je dis d'ailleurs pour les médias. Il y a une sorte d'arnaque incroyable qu'on a subie. Parce que la plupart des animateurs, des présentateurs, voilà, ces gars-là ils sont attirés par ce job. Pour eux, c'est les colonies de vacances, c'est vraiment c'est leur kiff, c'est leur plaisir, c'est vraiment ce qu'ils adorent. Ils travailleraient pour un SMIC, ça c'est sûr. Donc il n'y a aucune raison que le système s'organise pour les payer 30 000 balles par mois ou 50 000 balles par mois. Qu'est-ce que fait l'oligarchie en faisant ça? C'est simple, elle les bloque complètement. Elle bloque leur existence. Ils ne peuvent plus critiquer, ils ne peuvent plus se ranger du côté du peuple. Ils leur coupent les jambes, quoi. C'est clair. Et c'est très malin. C'est le système des, des dominants du marché. Les dominants du marché, ils n'ont pas besoin ni d'autorité, ni de censure. Ils ont juste besoin de corrompre par l'argent. Et grâce à ça, ils arrivent à neutraliser l'esprit critique et en fait le sens de la vie de ces gens. Parce qu'un journaliste qui n'a plus euh, voilà, à qui on a coupé les ailes, il passe une vie déplorable, quoi. C'est dingue. Il finit comme ce présentateur qu'on voit maintenant de temps en temps sur Twitter et qui dit j'ai désinformé pendant 20 ans sous de telle et telle époque. En fait, il est lucide. C'est évident que bon, voilà, ils essayent malgré tout de faire le mieux possible, mais ils sont sous une, ils sont complètement bloqués, quoi. Et c'est pour ça que ça donne des médias comme on les voit là, qui n'ont pas, voilà, qui sont tous le petit doigt sur la couture du pantalon quand il faut aller faire du Chine bashing, du Russie bashing, du n'importe quoi. Enfin bref, ils sont pro-occidentaux à bloc. Et en plus, ils jouent des jeux extrêmement délicats avec le tissu social qui est en train de s'abîmer. Bon, voilà. Alors, donc, Hegel a été tourmenté dans sa vie et dans sa pensée par les contradictions brutales que son époque exhibait. Et on est dans une époque identique. Il assure la transition philosophique du XVIIIe siècle dans lequel sa réflexion s'enracine au XIXe siècle qu'elle inaugure. Et je me demande si on n'est pas dans une période pareille. On s'enracine, moi par exemple, ma théorie s'enracine dans le XXe siècle, mais elle est, euh, elle, elle est tournée complètement dans le XXIe, mais dans la fin du XXIe siècle, dans le début du XXIIe siècle, dans le XXIIIe siècle, etc. Elle est orientée dans ce sens-là. Et celle d'Hegel, c'était la même chose. Elle était orientée sur le futur, et un futur encore plus lointain que ce qu'on peut imaginer. Il voit exploser en France l'antagonisme de deux ordres sociaux et politiques, le régime féodal et le régime bourgeois. Et oui, c'est-à-dire que la fin de la royauté qui tombe là, et donc c'est 1800 ans de, de gestion qui s'en bat.
et le régime bourgeois qui maintenant qui avait pris le pouvoir à la Révolution, plus ou moins. Et il perçoit nettement la violence de cette collision dans son contraste avec la langueur allemande. Il s'interroge sur la signification nationale d'une telle opposition. Pourquoi les Français sont-ils passés du théorique au pratique, tandis que les Allemands en sont restés à l'abstraction théorique? La différence du comportement des deux nations reflète un conflit qui se joue plus profondément. Le heurt du sentiment chaleureux de la vie, dont il acquiert l'expérience, et du capital de pensée abstraite dont jeune philosophe il a hérité de ses prédécesseurs. Et il a raison, et c'est vrai que le tempérament français, le tempérament latin, mais le tempérament français est extrêmement paradoxal. Et c'est peut-être pourquoi il est révolutionnaire en réalité. Parce que il a la moitié de son corps qui est dans le sud. Dans le sud qui peut s'enflammer à la moindre étincelle. Et il a la moitié de son corps, la France, dans le nord. Dans le nord qui est justement pragmatique, qui est... Il a une partie qui est reliée à l'ouest, à l'est d'abord, la partie qui est reliée à l'ouest, à l'est, donc au tempérament qu'on pourrait y voir comme le tempérament suisse, le tempérament, etc., slave un peu, pardon, poétique, etc. Et l'autre moitié de son corps est tournée vers l'ouest, vers les États-Unis, vers la jeunesse, vers la créativité. Et je pense que la France a ces quatre positions en elle-même. Et c'est ça qui est magique aussi dans notre pays. Le désaccord entre la vie créatrice et la tradition, l'action et la contemplation, il le regarde comme la projection d'une division originaire, d'un écartèlement, l'effective séparation du sujet et de l'objet sanctionnée sur le plan théorique par le dualisme kantien. Voilà. Et c'est ça la grande différence. Et c'est important. Cette différence est vraiment importante, quoi. Et c'est ça qui est beau en Europe, c'est que il y a des diversités extraordinaires. Si on parvenait à s'entendre, si on était parvenu à vraiment faire une cohésion, une vraie symbiose, mais évidemment qu'on serait les éclaireurs de l'humanité. Parce que il y a tout sur ce continent aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a tout sur tous les continents, évidemment, et que tous les continents ont quelque chose d'extraordinaire et de puissant et de formidable. Mais on avait de quoi être par certains côtés, un modèle, voilà un modèle, une lumière de l'évolution. En enregistrant exclusivement ce divorce, Kant avait opté pour l'un des aspects du réel partiellement. Car si le monde développe et entrechoque ses contradictions, il maintient simultanément l'unité qui leur permet de naître et de se dissoudre. Deux ennemis ne s'acharnent l'un contre l'autre que si un intérêt commun soutient leur combat. Dans l'indifférence et l'extériorité, pas de contradiction active. Alors, je vais arrêter là parce que finalement, je respire très mal. Je suppose que vous le sentez. Ça n'a rien à voir avec le reste. Je pense que je suis fatigué, j'ai pas bien dormi et voilà. Donc, c'est pénible à exprimer et sans doute à écouter. Voilà. À très bientôt. Merci pour cette écoute.